Amis du RH, bonjour. Le Barbu qui parle RH, c'est un podcast qui vous accompagne sur vos trajets en vélo, en trottinette, en skate, en train, tout ce qui roule ou pas, tout en vous apprenant un truc cool sur l'univers du recrutement. Préparez vos AirPods, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler des grands défis qui attendent les RH en 2024 et dans les années à venir. Et pour évoquer ce sujet ultra intéressant, ultra stimulant, j'ai la chance d'accueillir Maude Grenier. Salut Maude, comment ça va ? Écoute, ça va bien. Merci Nicolas pour cette seconde invitation quand même dans ton podcast. Je suis très contente. C'est vrai, tu fais partie des premières à avoir fait le podcast du Barbu il y a maintenant bien longtemps. Et c'est trop cool de t'avoir à nouveau. Et puis surtout sur ce sujet, qui est un sujet qui te touche aujourd'hui de près, parce que c'est un peu ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu as lancé aujourd'hui. Et donc pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, même si aujourd'hui quand même tu es très présente sur LinkedIn, je vais te laisser te représenter et puis présenter ton activité du moment qui pourra un petit peu, pas valider, mais faire comprendre à tout le monde ce pourquoi on va discuter de tous ces sujets qui nous touchent tous les deux. Top. Écoute, moi je viens du sud-ouest de la France. Donc là, on est chez toi aussi, à Bordeaux, donc dans tes locaux. J'ai vécu entre une petite ville qui s'appelait Barbezieux, celle de Barbezieux, entre Cognac et Angoulême. Donc la Charente profonde, voilà. Plutôt du terroir. Et donc, très jeune, j'ai su en tout cas que j'étais LGBT. Tu connais l'histoire, mais bon, je la raconte quand même Vas-y, rapidement, c'est hyper intéressant. tu connais. C'est hyper intéressant. Et donc, tu vois, dans le lycée de 500 personnes, c'était encore très tabou. C'était il y a 20 ans, plus de 20 ans, tu vois. Donc, il y avait très peu de rôle modèle LGBT. Donc, je pensais, j'avais une sorte de maladie. Je sais pas ce qui se passait avec moi. J'étais bizarre. Pourquoi j'étais pas comme tout le monde ? Et donc ça, c'est vrai que ça m'a vraiment tourmentée quand j'étais jeune. Et donc, et mes parents, comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Et peut-être un jour, j'aurai des enfants. Et toi, tu connais ça puisque tu es papa. Tu veux le meilleur pour ton enfant. Et donc, c'est normal que eux, ils ont pris aussi leurs précautions de leur côté. Ils avaient envie que le schéma un peu habituel, maison, mari, enfant, voilà. Moi, c'est pas forcément dans ce schéma-là que je me... C'était pas ton chemin. C'était pas mon choix, voilà. Et donc, en fait, c'est le voyage qui m'a permis de m'émanciper. J'ai fait un voyage qui a changé ma vie, Miami, où je suis allée nourrir des lémuriens en fin de vie, aux zones Miami. Donc ça, c'était une superbe opportunité. Donc, j'ai dû trouver les fonds, trouver le stage, m'auto-financer, donc faire un prêt à la banque assez jeune pour pouvoir réaliser en tout cas ce rêve qui était... Et c'est là où je me suis rendu compte, je savais pas parler anglais. C'était... how are you? Tu vois, my name is Maud, tu vois, c'était un peu l'ambiance. Et donc, j'ai rejoint une famille péruvienne en plus, donc tu trop vois, cool voilà. Par rapport à l'actualité, ouais, trop cool. Avant, voilà, je pars un mois au Pérou, et donc très international. Je découvre un monde qui était complètement fou pour moi, charentaise, tu vois, vraiment du terroir. Et c'est là où je me suis dit, j'ai envie de découvrir d'autres cultures, découvrir le monde, et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je voulais aider, accompagner, et donc c'est comme ça que je m'étais dit, je vais faire de l'humanitaire, je vais aider et puis voyager. Finalement, ça s'est pas fait, et donc je suis rentrée dans la marmite des RH, donc grâce à l'apprentissage, notamment avec Safran et ma responsable d'alternance qui était Lucie Morisset. J'ai fait un live là récemment sur la santé mentale des RH en période de PSE, qui était un sujet super intéressant. Et donc, me voilà dans les RH. Donc, en parallèle, j'ai fait tous les schémas européens qui existent. J'ai fait Erasmus, le service européen volontaire où j'ai rencontré ma femme. J'ai fait une année sabbatique aussi. Donc, j'ai vraiment profité quand même. Et ça, c'est toujours, juste pour le dire, j'ai toujours financé en fait mes propres voyages. Et donc, c'est vrai que aussi le message que j'ai juste envie de passer, c'est en tant que jeune, on a des possibilités de financement. Il faut juste aller les chercher, les trouver. Mais il y a la région, il y a des bourses qui permettent en tout cas de réaliser en tout cas ces envies de découverte. Voilà, j'avais juste envie de dire ça. Mais t'as raison, parce qu'on a souvent tendance à dire qu'on peut rien faire en France, c'est relou et tout. Mine de rien, il y a des freins, il y a des choses qui vont pas, mais il y a beaucoup de choses qui vont bien, il y a beaucoup de choses qui sont à disposition pour pouvoir se bouger, pour pouvoir essayer de faire ce qu'on veut. Tout à fait. Si on a un petit peu la volonté et si on se bouge un petit peu les fesses pour pouvoir aller les chercher. Donc, voilà. t'as complètement raison. Il faut aller chercher l'information. C'est l'État français, donc c'est pas l'État qui va venir vers toi. C'est pas toujours simple, on est d'accord. Donc, mais ça existe. Ça existe, voilà. Et donc je veux vraiment remercier, parce que je suis un pur produit en fait de ces dispositifs-là. Et donc je rentre dans la marmite des RH, dans le recrutement.
même si ma doyenne m'avait dit: «Non mais Maud, pourquoi tu veux faire du recrutement? Tu vas te boucher, tu vas trop te spécialiser». Et donc j'ai dit: «Beh, moi, c'est en tout cas, c'est ce que j'avais adoré en tout cas en alternance» et me voilà dans la route, du recrutement. Puis, en 2018, donc j'ai vécu 5 ans à Londres, hein, aussi, donc qui m'a aussi émancipée en tant que femme lesbienne, parce que Londres, personne te regarde, tout le monde vit sa vie, Beaucoup c'est plus ouvert, très, très, plus très spécifique d'ailleurs, parce que c'est très communautaire, mais c'est très c'est communautaire melting ensemble, quoi. pot. Melting Ouais, pot, ouais, c'est exactement. vraiment un melting C'est pot. vraiment un système qui est hyper particulier, parce que les communautés existent vraiment, elles sont vraiment séparées, mais elles vivent ensemble. Elles vivent ensemble. Ce qui est complètement différent de chez nous, en fait. En fait, ils ont vraiment réussi ce mix parce qu'en fait, il y a une culturation, en fait. C'est-à-dire qu'en France, quand tu regardes Paris, tu as Paris, le centre de Paris, qui est très propre, qui est très épuré et puis tu as la banlieue qui est assez chaotique et eux, en fait, ils ont vraiment réussi à intégrer les 2 ensemble. Donc tu vas avoir des logements sociaux, en pleine, rue, super luxueuse, tu vois? Mais ça c'est l'habitude. En fait, les 2 en fait, cohabitent ensemble et ce qui crée, en fait, un sentiment quand même de sécurité et tu vois, en 5 ans, on m'a jamais embêtée, avec ma femme quand on se tenait la main, on s'embrassait et cetera. Au moment où donc en 2018, j'ai une opportunité de rejoindre une start-up, Stanley Robotics en tant que première recruteuse. Au moment où on a mis les pieds à Paris, je rigole pas, on on nous a sifflé, on nous a demandé de faire des plans à 3. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai sujet en tout cas, peut-être culturel en France sur, ces questions-là. Et donc j'ai fait 5 ans, tu vois, en tant que responsable RH dans des startups et des scale-up et puis comme beaucoup, je pense, de monde pendant le covid, il y a beaucoup de gens qui se sont aussi remis en question et ça a été mon cas et donc je me suis lancée à mon compte en tant que consultante et là, depuis 6 mois en tant qu'entrepreneuse. Depuis 2 ans, j'ai pris la parole sur les réseaux sociaux, ça m'a plu. Hem La génération, le monde change et donc c'est vrai qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de sujets autour en tout cas autour de ces sujets-là, des sujets digitaux en tout cas pour aller attirer, les talents et donc c'est pour ça qu'il y a 6 mois, on a lancé notamment avec, Thomas Rodrigue, donc le Temple RH pour en effet accompagner et aider les professionnels des RH, à travailler, un leur marque personnelle, et de 2 pour l'entreprise, la marque employeur. Ça va être un peu le sujet, parce que vous travaillez un peu sur tout un tas d'aspects, et c'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui, parce que euh, les RH bougent beaucoup, on le sait. Enfin, toi, ça fait un moment que tu es dedans, moi, ça fait plus d'une quinzaine d'années que j'y suis. Ça n'a rien à voir avec il y a 20 ans, et il y a des gros défis qui se posent aujourd'hui aux RH, que ce soit des défis dans leur job, parce qu'ils ont vraiment des choses à faire évoluer, ou que ça soit des défis pour la société. Tu vois, j'en parlais, on va l'évoquer aussi un petit peu, mais on parle d'inclusion avec toi sur le côté LGBT. J'ai parlé la semaine dernière avec Frédéric Joly du côté RSE, donc de l'impact écologique que les RH peuvent avoir. Les entreprises ont un vrai rôle à jouer, et à l'intérieur de l'entreprise, je pense que comme le RH commence à reprendre sa place, qui doit être la sienne, hein, qui est la place centrale, parce que l'entreprise, c'est de l'humain. Hein, une entreprise, c'est avant tout un lien entre les gens, un lien humain entre les gens. Comme le RH reprend sa position, il y a vraiment des grands défis qui se posent à eux. Ça va être le sujet du jour. C'est un peu votre sujet aussi au temple, donc c'est plutôt ça. Et puis, bah, on va commencer tout de suite. Donc, par rapport comment dire, à ce que vous faites au quotidien, euh, la marque personnelle, la marque employeur, pas la marque employeur, mais la marque personnelle, le personal branding et l'ambassadora, pour toi, c'est vraiment un gros défi. Quelque chose qui est présent aujourd'hui. C'est quelque chose qui est su, qui est accepté, qui est encore à évangéliser. C'est quoi pour toi? Parce que j'ai une petite idée sur le sujet, mais Ouais. je te laisse la main pour commencer. En fait, en RH, c'est nouveau. Dire que c'est des sujets, en fait, qui sont travaillés maintenant en marketing depuis, plusieurs années, hein, et donc en effet, tu vas avoir notamment Steve Jobs, qui était CEO d'Apple, qui représente parfaitement, en L'incarner fait, complètement, ouais, tout incarner, à fait, ouais. voilà, la marque personnelle. Tu parles d'Apple, tu parles de Steve Jobs, tu parles de Steve Jobs, tu parles d'Apple, tu vois? En RH, c'est très nouveau, en fait, et donc c'est vrai, c'est un objectif aujourd'hui d'aller, en tout cas, émanciper les rôles modèles RH pour, qu'ils puissent, en tout cas, prendre la parole. Pourquoi? C'est simple, tu as, un salarié aujourd'hui sur 3 qui fait plus confiance à la RH. Et donc c'est quand même il y a une crise de confiance aujourd'hui, de la part des salariés. En fait, les salariés, ils ne comprennent pas ce qu'on fait. Et entre guillemets, c'est pas de leur faute parce que, ce qu'ils voient, c'est pas forcément tout le temps les bons côtés des RH. Et donc l'objectif, c'est aussi pour moi d'aller vulgariser nos métiers, de mieux comprendre en fait, beh, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? On ne fait pas que des payes, on fait pas, que virer des gens, on fait pas que ça. On fait aussi plein d'autres choses qui, apportent beaucoup
de positif notamment dans les entreprises. Et donc, la première mission, en tout cas pour moi, au niveau de la marque personnelle des RH, c'est d'aller redorer notre image. Tu vois, j'ai fait une vidéo TikTok qui a buzzé, qui a fait plus de 100 000 vues, mais les commentaires étaient calomnieux. Ah ouais. C'était horrible. Mais c'est On- dingue, c'est dingue cette position, parce que tu vois, c'est ce que tu disais. Mais j'ai vu aussi une étude qui disait que les collaborateurs pensaient que les managers faisaient le travail du RH et que les RH, en fait, ne faisaient rien. Toi, tu parlais d'un tiers, là, je crois qu'il y avait une étude qui montrait que c'est ça, plus de 60% des collaborateurs pensaient que c'était le travail des RH venait des managers et non pas des RH. Donc, t'as vraiment cette distance qui s'est créée énormément entre le collab et le RH, alors que normalement, ils devraient être extrêmement liés. C'est quand même très compliqué. Et ce qui amène justement ce que tu dis à des commentaires calomnieux, une incompréhension complète du sujet, quoi. Oui, et puis tu vois, moi j'ai quand même grandi dans la bulle startup scale-up qui est quand même plus avancée sur ces sujets-là. Moi, tu vois, quand j'étais RH, j'étais au milieu des techs, tu vois, j'étais présente, on savait qui j'étais, etc. Et peut-être que dans le passé, et ce qui est normal, la fonction RH à la base, c'était de l'administration du personnel, c'était le chief of staff, on va Oui, dire, mais c'est ça, en voilà, même temps, t'as raison. en anglais. Et donc, c'était une fonction qui était quand même très administrative. Et donc, progressivement, tu vois, la fonction évolue. Mais pour que on connaisse, il faut communiquer, en fait. Et je pense que il y a ce côté-là où la fonction RH, on gère des sujets qui sont aussi très sensibles et très difficiles. Et donc, il y a cette discrétion aussi qui est due à la fonction RH. Et donc, on est un peu tiraillé entre ces fonctions-là, qui on a envie d'être, qu'est-ce qu'on peut dire. Et donc finalement, on se dit: «Bon, on fait rien comme ça, bon, bah, tu vois, je prends pas trop de risques». Mais en tout cas, il y a un vrai sujet d'aller en tout cas redorer cette image, du RH. Pour moi, c'est une vraie mission, quand je vois ça, au C'est quotidien. hyper intéressant ce que tu dis parce que, enfin, tu vois, je l'avais, et pour de vrai, j'avais jamais vraiment perçu de ce côté-là. Tu vois, je voyais plutôt le côté marque personnelle du RH pour diffuser aussi la marque de l'entreprise, pour diffuser, pour travailler un petit peu l'ambassadora, tu vois, la marque employeur, toutes ces choses-là. Mais je le voyais pas de ce côté-là. Mais ce qui est ultra intéressant, parce que comme tu dis, redorer le blason du RH, non seulement c'est une mission pour pouvoir remettre en avant ce job-là, mais c'est aussi une mission pour pouvoir potentiellement recréer justement ce lien qui est perdu entre les collaborateurs et C'est les RH. Parce essentiel. que Mmh. si le RH n'explique pas ce qu'il fait, les collaborateurs ne savent pas ce qu'il fait, ce qu'ils font. S'ils ne savent pas ce qu'ils font, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas les solliciter. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas pleinement recréer en fait ce lien qui va faire en sorte de remettre l'humain au centre. Donc au final, c'est presque d'utilité publique que de faire en sorte que les RH réexpliquent leur rôle et tout ce qu'ils sont censés faire au quotidien. Exactement, et je pense que tu vois, c'est vraiment pour moi la première mission de la marque personnelle, parce que la marque personnelle, c'est lié à l'individu. C'est moi qui je suis. Tu vois, moi, quand je me présente, je suis LGBT, je suis charentaise, je suis entrepreneuse RH, et donc on avait fait un event là à Bordeaux, et donc on parlait de Châteauneuf, de Barbezieux, d'Angoulême, et tout de suite, ça crée en fait un sentiment d'appartenance avec l'autre, ça crée une émotion de te dire, ouais, on est allé aux mêmes endroits quand on était jeune pour faire la fête ou autre. Euh, la marque personnelle, c'est vraiment d'arriver à raconter son histoire, et son histoire va permettre aussi de faire rayonner son métier, son expertise, et faire rayonner l'entreprise. Mais l'objectif de la marque personnelle n'est pas que de faire rayonner l'entreprise, c'est aussi d'avoir un impact, en tout cas plus fort sur celui-ci. Quand on parle de Steve Jobs a fait Apple, bien sûr, mais il a aussi partagé plein de conseils au niveau de l'entrepreneuriat. Il a inspiré des générations d'entrepreneurs. Il a créé, en effet, toute une aura autour de lui, tu vois? Et je pense que c'est ça qu'il ne faut pas confondre. La marque personnelle, c'est vraiment lié à l'individu, et la marque employeur est liée à l'entreprise, tu vois? Et souvent, on confond un peu les 2, et c'est souvent l'erreur dont il faut faire attention. C'est qu'en fait, la marque personnelle, c'est soi. C'est moi-même en tant moi, en tant que RH, quels sont mes combats? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Quel est mon parcours, mon expertise? Qui je suis? Et comment, grâce à ça, je vais pouvoir inspirer d'autres. Et la deuxième mission, c'est d'inspirer d'autres générations de RH. Parce que, à part quelques exceptions, on ne vient pas forcément dans les RH par vocation. C'est pas comme. Il y en a quelques-unes des exceptions, parce que Oui, Charlène, je je crois que sais. c'est Charlène, depuis qu'elle a 15 ans, elle veut devenir RH. C'est un truc de Voilà, ouf. t'as quelques exceptions, bien sûr, mais on arrive souvent dans les RH, soit parce que bon, les parents ont fait RH, ou soit bon, bah, par l'orientation et par les aléas de la vie, on devient RH, ou on est reconverti plus tard en tant que RH.
Donc c'est pas forcément une mission, vocation, je trouve et donc il faut aller inspirer ces jeunes générations, tu vois, de RH parce que quand tu arrives et les écoles, font ce qu'elles peuvent et voilà, mais je trouve qu'elles ne forment pas forcément très bien à la réalité du terrain. Moi, quand j'ai dû effectuer mes premiers licenciements, bah, j'ai été une flaque d'eau. Enfin, tu vois, c'est une fonction où tu as beaucoup d'émotions, tu as beaucoup de sensibilité et de sensations. Comme tu dis, tu travailles avec l'humain, donc tu travailles avec l'autre. Et l'autre, c'est pas on est des individus, donc c'est pas juste d'être un mur de pierre et de te dire: «Bon, bah, voilà, c'est fini, au revoir». Il y a tout un impact derrière dans sa vie qu'il faut aussi anticiper et donc pour moi, il y a aussi cette deuxième mission qui est d'aller inspirer les générations, tu vois, de demain de RH pour donner envie parce que c'est une belle fonction et elle est essentielle, en tout cas, dans la vie de l'entreprise. On peut vraiment aller faire bouger les choses, et voilà et tu vois, dans les commentaires sur TikTok, c'est: «Oui, de toute façon, les RH, c'est à la botte des employeurs». Tu vois, je vais pas te dire les les expressions qu'il y a eu, mais c'était assez, choquant et donc c'est de se dire aussi: «Bah, ouais, moi, je suis RH, je suis pas forcément qu'employeur, je peux aussi défendre des intérêts de salariés auprès, de la direction» et c'est le rôle aussi des RH, c'est de porter aussi la voix des salariés et de se dire qu'on peut aussi, analyser en fait les intérêts et dire à l'employeur: «Mais non, là, en fait, je suis pas d'accord avec toi, ça va pas du tout dans le cadre de nos valeurs. Moi, je te conseille plutôt cette stratégie-là, en fait». Mmh. Mais, alors c'est hyper intéressant le fait que tu dises que tu inspires, que ce travail de marque personnelle, c'est toi et je suis complètement d'accord avec toi. Le fait d'inspirer, je trouve ça hyper important parce que Mmh. clairement, le RH a un rôle central, on le disait et on va le voir aussi, tout au fil de la discussion, mais le RH a un rôle central dans l'évolution de l'entreprise, qui a un rôle central dans l'évolution de la société. Mais tu parlais que c'était vraiment complètement différencié avec la marque employeur. Oui, mais c'est aussi complètement imbriqué parce qu'au final, le fait de travailler ta marque personnelle et là, on parle en tant que RH, mais si tu parlais d'ambassadora de manière plus large en termes de collaborateurs, le fait de parler de leur marque personnelle, de leur identité personnelle, qui représente ce qu'ils sont, ça montre aussi quelque part la culture de l'entreprise, tout ce qui est l'ADN de l'entreprise, puisque l'ADN de l'entreprise est formé, est faite par des humains, et l'ADN de l'entreprise est représenté par l'ensemble des composantes que sont les personnes qui composent cette entreprise, mais forcément, leur marque personnelle joue sur la marque employeur. Ça a un impact, mais il faut pas vraiment pour moi, il faut vraiment dissocier la marque personnelle, de la marque employeur. La marque employeur, que tu partes, elle va continuer à vivre et notre marque personnelle, si je pars demain de ma société, je vais continuer à la faire vivre. Donc tu vois? Donc c'est vraiment bien, de dissocier les uns et des autres, de se dire: «Si demain je travaille ma marque personnelle, c'est pour moi d'abord». Tu vois? C'est mon capital que demain, je pourrais aussi aller revendre, pourquoi pas, à, mes futurs employeurs, parce que j'ai réussi à, inspirer une communauté, j'ai un aura, je fais des conférences et cetera. Alors oui, il y a un impact positif sur la marque, employeur, mais pour moi, il faut bien dissocier les 2 de quand je vais travailler ma marque personnelle, je le fais pour moi, en tant que RH, parce que je veux, voilà, me former sur ces sujets-là et la marque employeur, les entreprises peuvent mettre en place donc des programmes, notamment qu'on appelle d'employé advocacy, pour que, les salariés prennent la parole, mais ils le font, dans certains cas, dans la majorité des cas, c'est pour faire parler l'entreprise, des choses positives et cetera, tu vois? Donc c'est quand même deux objectifs pour moi qui sont différents et de positionnement qui sont: «Bon, ben, moi demain, je suis RH en salarié, j'ai envie, soit j'ai envie en fait de travailler ma propre marque personnelle, et donc ça va faire rayonner l'entreprise, ça va attirer des talents et cetera, donc c'est positif, mais ça va aussi avoir un impact personnel pour moi. Ou soit je me dis: «Je vais mettre en place plutôt un programme d'employé advocacy» où là on va construire en tout cas, une marque, employeur pour en effet faire rayonner l'entreprise, parce que c'est ça en tout cas l'objectif. Mais les objectifs pour moi sont bien différents. Mais justement, si tu prends l'employé advocacy, est-ce que tu ne penses pas que l'ultime employé advocacy, c'est pas justement le fait de se dire, je vais faire en sorte que mes ambassadeurs parlent de leur marque personnelle, créent leur marque personnelle, qui de toute façon rejaillira sur l'entreprise. Donc c'est-à-dire qu'in fine, oui, c'est vrai que tu as un programme d'employé advocacy pour les former, pour les accompagner et tout, mais après tu leur laisses la main. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ça commence à être un peu trop vu, justement, comment dire, les employés qui parle pour les entreprises, au nom de l'entreprise, mais d'une manière un petit peu trop lisse, un petit peu trop policée, tu vois, on le voit tout le temps. Donc pour moi, l'évolution de l'employé advocacy, c'est vraiment le fait de créer sa marque personnelle qui puisse avancer. Mais après, je vois bien le parallèle que tu fais, qui est justement le fait que ta marque personnelle
se développe à côté de l'entreprise. Il y a un moment donné, il y a une synergie qui se crée parce que les deux, en fait, bossent ensemble et ont des intérêts qui sont communs, de développement qui sont communs. Et puis après, quand les chemins se séparent, les chemins se séparent. Et là, tu conserves ta marque personnelle, l'entreprise garde sa marque employeur. Je veux bien la Exactement. distance. Mais Parce que tu vois ce que tu dis, en fait, il faut pas confondre. Un salarié reste un salarié. Et c'est ça souvent ce que fait, parfois peut être un peu la perversité, c'est de se dire, bah non, t'es salarié, tu m'es redevable de communiquer, etc., etc. Enfin, on reste mine de rien salarié, on est payé pour faire un travail qui est dû voilà, sur notre mission classique. Prendre la parole, c'est un plus. Tu vois, c'est comme la cooptation en fait. C'est un plus, c'est-à-dire que c'est un petit bonus, un petit super pouvoir qu'on peut rajouter, tu vois, à la fiche, en tout cas, de l'employé. C'est pour ça que pour moi, je suis plutôt preneuse de donner, en tout cas, des avantages matériels ou financiers pour, en tout cas, remercier les salariés de pouvoir prendre la parole sur l'entreprise. Mais il ne faut pas oublier ça, qu'en fait, une personne reste dans l'entreprise, reste quand même, tu vois, un salarié. Alors oui, c'est génial l'employé advocacy pour en effet faire connaître l'entreprise, attirer les talents, etc. Mais c'est dans un contexte d'entreprise, tu vois. Et ça, faut pas l'oublier, il faut pas le diminuer, tu vois. je pense que ça pourrait se décorréler. Tu vois, la finalité ultime, je te dis, je pense que ça pourrait se décorréler. C'est-à-dire que tu dis, crée ta marque employeur, crée ta marque personnelle. Crée ta marque personnelle, fais-le de ton côté et fais-le en tant que tel. Et l'entreprise, de toute façon, jouera pas dessus, mais l'entreprise en bénéficiera, tu vois. Parce que justement, on travaille la marque personnelle. Donc peut-être que il faut sortir de ce programme d'employé advocacy, tu vois, quand on parle, je réfléchis, mais peut-être qu'il faut sortir ce modèle d'employé advocacy et plutôt arriver sur un modèle de formation et de développement de marque personnelle d'un maximum de personnes dans l'entreprise qui aimeraient le faire, parce que ça rejaillirait sur l'entreprise in fine, même si, encore une fois, ils le font en parallèle et pas uniquement pour l'entreprise. Comme tu le disais, il ne faut pas être béni oui-oui, il ne faut pas toujours tout faire et toujours dire tout ce que tu veux. Il faut de temps en temps aussi être en inadéquation avec l'entreprise, émettre des critiques, émettre des avancées. Mais pour moi, c'est ça aussi l'intérêt, tu vois, de collaborateurs. Un collaborateur, j'ai jamais compris en fait ces boîtes ou ces personnes qui voulaient faire du corpo, qui voulaient avoir des collaborateurs toujours corpo. Quelqu'un de corpo, pour moi, c'est pas quelqu'un qui dit oui à tout. Quelqu'un de corpo, c'est quelqu'un qui va avancer et va dire ça marche pas. Fais développer ça, avance ça. Et si tu le fais en plus de manière, euh, on va dire, ouvert sur le monde, sur des réseaux sociaux ou en travaillant ta marque personnelle, mais non seulement tu fais avancer les choses parce que tu émets des critiques, mais en plus tu montres aux autres personnes qui sont et au sein de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise que l'entreprise est ouverte à ce genre de fonctionnement qui donc va la faire grandir et qui va peut-être aussi délier d'autres langues, ainsi de suite. Donc peut-être qu'in fine, le travail d'employé advocacy comme on le connaît aujourd'hui n'est peut-être pas une vraie finalité aboutie intéressante et ce serait plutôt le développement de la marque personnelle, comme tu le dis et comme tu le proposes, de plein de personnes au sein de l'entreprise qui auraient un impact beaucoup plus important. Je pense qu'il y a vraiment, en fait, il faut juste, moi, j'aime toujours remettre en tout cas les choses dans le contexte et se dire, il faut toujours repartir du pourquoi, tu vois. Et c'est toujours le cercle d'or qu'on connaît bien de Simon Sinek. C'est en fait, moi, en tant qu'entreprise, en fait, c'est vraiment deux stratégies. Pour moi, marque personnelle et marque employeur, c'est vraiment deux stratégies différentes, tu vois. Je vais avoir des objectifs d'entreprise. Donc, en fait, c'est de se dire, bon, bah, OK, demain, on a envie de mettre en place, on a envie que nos salariés prennent la parole parce qu'en effet, la parole est plus authentique et plus réelle, ça va donner envie. Ça, je suis totalement d'accord. Mais c'est quoi derrière notre objectif? Est-ce que notre objectif, c'est d'aller attirer des talents? Est-ce que c'est aller décrocher des nouveaux clients? C'est en effet plutôt gagner en notoriété. C'est toujours de se dire, c'est de repartir sur son objectif et de se dire, bon, bah, plutôt, on va plutôt, notre objectif, c'est plutôt de gagner en notoriété dans un premier temps, ce qui va potentiellement, en effet, attirer des talents et décrocher des clients. Et de se dire, on va partir sur de la marque personnelle pour peut-être des ambassadeurs et des ambassadrices, les accompagner sur ces sujets-là et de se dire, bon, bah, très bien. Ou on va se dire, on a plutôt envie de former, on va dire, nos salariés, une équipe ou l'équipe marketing ou l'équipe sales et de se dire, bon, bah, sur l'équipe sales, l'objectif principal, ça va être de décrocher des clients et donc on va créer toute une ligne édito autour de ça. Et donc, c'est vraiment de se dire, quand on veut travailler ces sujets de prise de parole à l'extérieur, c'est quel est mon objectif, pourquoi j'ai envie de le faire et quels résultats j'ai envie d'avoir. Et selon ça, on va se dire, allez, on va former les sales, on va former les marketeurs,
on a des problèmes de culture d'entreprise. Allez, pourquoi pas, on forme les RH pour mieux communiquer en interne et à l'externe. Ça va vraiment dépendre des objectifs de l'entreprise. Mais moi, ce que je veux dire sur la marque personnelle, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre que l'entreprise dise oui. C'est-à-dire que moi, en tant que salarié RH ou entrepreneuse RH, je peux déjà investir sur mon capital formation avec le CPF ou avec des fonds personnels, hein, parce que j'ai envie, pour plus tard, j'ai envie de capitaliser sur cette compétence-là. On ne sait pas ce que demain fait, on en discutait un petit peu. Il va y avoir 30 personnes, 30%, pas 30 personnes, 30% de la population française. C'était une étude de l'Institut Montaigne des Français au travail qui compte se mettre, en tant qu'indépendant et indépendante là dans les 5 prochaines années. Donc, il va y avoir en tout cas des nouveaux modèles et modes en tout cas de travail qui s'accélèrent en tout cas de plus en plus. Et c'est de se dire, demain, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. J'investis dans mes compétences personnelles pour pouvoir en avoir potentiellement les résultats plus tard, tu vois. Pour moi, il ne faut pas se dire, j'attends toujours que l'entreprise prenne des décisions sur ces sujets-là. Si c'est quelque chose, c'est au fond de moi, je sens une mission, une inspiration, j'ai envie de le faire, j'y vais. Tu as entièrement raison sur le sujet, c'est-à-dire qu'il y en a encore trop qui se bloquent à se dire j'y vais pas pour telle raison, j'y vais pas pour ci, pour ça. On est quand même nous-mêmes, on a le droit à la parole, on est dans un pays qui est la liberté d'expression, et ça doit pas être, ça doit pas être restreint en entreprise, donc on doit le faire. Et je pense que c'est encore plus important par rapport à ce que tu as dit, et ça va être aussi notre deuxième point, mais par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, qui était le côté inspirer les générations futures, et par rapport aux défis, à ces fameux défis qui se posent devant les RH. C'est-à-dire que le deuxième point, c'est pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses des grands défis? Est-ce que tu penses que les RH, qu'est-ce que tu penses de la place des RH dans les grands défis qui se posent devant nous, qui sont pour moi des défis sociétaux? Ces défis sociétaux, principalement, alors il y a le côté écolo, mais le côté écolo, on va le laisser de côté aujourd'hui. On va plutôt parler des défis, pour moi, d'inclusion, qui sont des vrais grands défis de société, qui n'avancent pas, ou très peu. On en a déjà parlé ensemble, tu le sais. Moi, je suis aussi très, très focus sur le côté du handicap, par exemple. On sait que le handicap avance très peu en France, même si ça avance, mais ça avance très, très peu. Alors que pourtant, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de personnes handicapées, non pas parce qu'elles sont de plus en plus à être handicapées, mais parce qu'elles se déclarent de plus en plus. Mais le sujet avance encore très peu. Le sujet de la diversité en entreprise, c'est quand même compliqué, hein, faut être honnête. Il y a encore beaucoup, beaucoup de stigmatisation. Le sujet de la parité, j'en ai parlé dans un podcast il n'y a pas longtemps avec Marie Delattre, c'est juste aberrant, quoi, tu vois. Enfin, ça avance, mais ça avance à pas extrêmement feutré. Le sujet du genre, de LGBT et compagnie, ça, c'est toi qui le connais, enfin, encore plus que les autres. C'est pareil, ça avance quand même de manière très, très lente, même si je sais que tu es très optimiste dessus. Et pour moi, sur tous ces sujets-là, je pense que l'entreprise a un vrai rôle à jouer parce que l'entreprise a un rôle d'évangélisateur, d'éducation, d'information et d'exemple, tu vois, à donner. Clairement, si l'entreprise fait, ça donnera un exemple pour le quotidien des personnes qui sont au sein de l'entreprise. Donc pour moi, elle a vraiment un rôle énorme à jouer dans l'évolution de la société, bien plus que les politiques, parce que les politiques essayent de faire des choses ou n'essayent pas. Enfin, après, ça, c'est un autre débat, mais il y a un rôle de l'entreprise qui est vraiment un rôle factuel et concret. Et pour moi, les RH ont un rôle principal à jouer. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, les RH ont un rôle principal à jouer dans cette évolution-là. Les RH sont au cœur en fait des changements de demain. Ça, c'est clair et je suis 100% d'accord avec toi. Après, il faut choisir ses combats. C'est-à-dire que sur la table des RH, on a tout. Ça, c'est sûr, il y a Voilà. tout. Là, on est bien On a d'accord. tout. Il y a tout. Tu as tout donné, tu te démerdes et Voilà. hop, tu vas, quoi. Et on a tout, et encore aujourd'hui, et je pense que en tout cas dans les années qui vont suivre, pardon, il va y avoir des changements aussi de budget, il va y avoir des changements de génération qui vont se faire au plus haut niveau. Et donc, potentiellement, et je crois en tout cas à ma génération, que les budgets seront peut-être plus conséquents sur ces sujets-là. Mais une entreprise doit choisir ses combats. Il ne faut pas oublier aussi le côté aussi économique d'une entreprise. Elle a besoin de vendre, elle a besoin de faire du chiffre d'affaires, elle a besoin de survivre aussi dans un contexte mondial qui est compliqué, avec les guerres, avec les crises, avec les prix, et voilà. Et donc, on a quand même nos PME qui portent l'économie aujourd'hui de la France, qui sont en souffrance. Tu vois. Et donc, c'est comment, en tant que chef d'entreprise, tu vois, je me mets vraiment à la place, tu vois, d'un chef d'entreprise dans une PME. Tous les mois, c'est un peu ric-rac, et il doit aller, en tout cas, prendre son drapeau et
et d'aller entre guillemets au front pour aller en tout cas payer ses salariés, etc. C'est comment on peut sereinement lui parler de sujets plutôt sociétal et culturel, alors que lui a du mal à finir ses fins de mois. Tu vois, et donc je me dis toujours ça, et en effet, le RH est là pour lui défricher en fait le chemin. Moi, je vois vraiment le RH comme un explorateur, tu vois, dans la jungle, avec sa machette, et qui défriche un peu le chemin pour dire, en tout cas aux chefs d'entreprise, on a ces soucis-là, on a ces problèmes-là. Écoute, je pense qu'on a tout à jouer à notamment mettre en place une politique, tu vois, de rémunération transparente et inclusive, parce que ça va nous permettre, de nous faire reconnaître dans notre secteur d'activité, d'attirer de nouveaux talents, de dépenser moins d'argent dans les agences de recrutement. Et donc, en fait, il faut parler chiffres. Et c'est vrai que ça, c'est important. On reste quand même dans un contexte économique fort. Et donc, il faut qu'on arrive aujourd'hui, que les RH arrivent à mettre des chiffres financiers autour des résultats positifs que, tu vois, ce type, en tout cas, de campagne et d'action doivent être prendre. Et choisir ses combats. On ne peut pas tout faire. Tu vois, Mais ça veut dire qu'il faut, et ça rejaillit un petit peu sur ce que tu disais sur la marque personnelle, c'est-à-dire qu'il faut être vraiment investi, il faut avoir envie d'y aller, parce que c'est quand même compliqué. Le défi, pour moi, je suis complètement d'accord, hein, les RH sont la pierre angulaire de l'évolution de la société en tant que telle. Ça peut paraître des grands mots, mais au final, c'est la vérité. Les RH sont la pierre angulaire de l'évolution de la société. Pourquoi? Parce que c'est eux qui, comme tu le dis, vont défricher. C'est eux, elles. Oui, on devrait dire elles, parce qu'il y a plus de 80% de femmes, oui. Ah, c'est ça. Donc ce sont elles qui vont défricher tout ça, qui vont apporter en fait les idées aux chefs d'entreprise, parce que in fine, c'est les chefs d'entreprise qui prendront les décisions, certes, mais qui est-ce qui va mettre la graine? Ça va être les RH. Mais est-ce qu'elles ont vraiment les moyens de le faire? Parce je pense qu'il faut qu'elles soient investies, parce que clairement, comment tu vas trouver ces chiffres-là? Comment tu vas te former sur ces sujets-là? Comment tu vas être suffisamment au fait des sujets pour pouvoir avoir les bons mots, les bons arguments pour pouvoir faire changer les choses? Parce que avant de faire comprendre à un chef d'entreprise ou à une chef d'entreprise, de lui dire, écoute, recrute des personnes en situation de handicap, ou tout du moins ouvre-toi aux personnes en situation de handicap, parce que ça va faire grandir ton entreprise. Le chef d'entreprise, elle va dire, Ouais. what the fuck, quoi. Mais tu vois, même grandir son entreprise, c'est trop général pour le chef d'entreprise. Qu'est-ce que ça va m'apporter demain, moi, en tant que chef d'entreprise, d'ouvrir en tout cas une partie de mes salariés à des professionnels du handicap? Et c'est vraiment d'arriver à mettre des chiffres, être le plus précis possible. Et aujourd'hui, c'est sûr que aujourd'hui, je pense qu'il y a une crise en termes d'études en RH. On est trop généraliste, on ne va pas dans le fond des sujets, et finalement, les écoles RH ne font pas leur job correctement parce qu'il manque ce côté concret du terrain, avec en effet ces apprentissages qui me paraissent essentiels. Moi, en tant que RH, je ne savais pas négocier. Je ne savais pas persuader, en tout cas, tu vois, l'autre. J'ai dû faire des recherches, j'ai dû, tu vois, m'inspirer de d'autres personnes. Et c'est d'aller, en tout cas, aller chercher ces soft skills, ces compétences, tu vois, interpersonnelles, parce que les RH ont besoin de ces compétences de persuasion, ont besoin de ces compétences de communication, de prise de parole, pour faire porter leur voix, en tout cas, à la direction. Les RH, elles en ont envie. Les RH, elles sont là. C'est juste que il y a une grande douleur dans les RH qui est j'ai pas le temps. C'est-à-dire qu'en effet, sur la table des RH, il y a tous les mots du monde. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tous les mots de l'entreprise qui tapent à la porte. Donc, c'est comment moi, en tant que RH, j'arrive à construire une roadmap qui est claire, qui va satisfaire les salariés, satisfaire les ambitions aussi de l'entreprise. Et donc, il y a un gros travail aussi d'analytique, tu vois, à faire. Mais je pense que en tout cas, j'en suis sûre, j'en suis persuadée, les RH sont prêtes. C'est juste qu'il faut en effet se former, faire de la veille, structurer sa pensée, faire du project management. C'est des nouvelles compétences, en tout cas, qui arrivent en tant que RH. Il faut que les écoles puissent accompagner, ou avoir des soutiens comme le Temple RH ou d'autres organismes, ou d'autres académies, organismes, écoles de formation, pour se dire, bon, ben là, je vais me former sur une compétence clé et de faction activable et courte. Ras-le-bol des formations de 14 heures où je dois bloquer 2 heures. On n'a pas le temps en tant que RH. Il faut que ça soit... Pour ça, nous, au Temple, on fait des ateliers, 1h30, 3 heures maximum, activables, avec des exercices en collectif,
pour avoir aussi l'intelligence collective en groupe. À la fin de ça, je suis capable notamment sur la marque personnelle, d'avoir un calendrier édito, d'avoir des templates et de pouvoir avancer sur ma compétence qui est clé, tu vois. Là où je pense, je suis d'accord avec toi, je pense qu'elles ont envie. Elles ont envie. Par contre, il y a vraiment un gros job à faire. Et c'est là où, alors, le gros job à faire, c'est le job de formation, parce que comme tu le dis, les écoles ne le font pas, ou Oui. peu, parce qu'au final, on est vraiment sur du très technique dans les écoles. Ouais. On n'est pas trop sur de la posture. Tu vois, il y avait un post ce matin qui parlait de ça. On n'est pas trop sur de la posture. On fait pas trop comment dire, justement, de dimension, de projection. Enfin, c'est assez compliqué. Euh, Aujourd'hui, les entreprises, même si elles commencent à débloquer des budgets, c'est ce que tu dis, il y a quand même pas trop de budget non plus. Donc, il faut être smart, il faut être malin, il faut être agile. Et c'est là où je pense que LinkedIn a quand même un gros rôle à jouer parce qu'il a réussi à développer tout un tas de personnalités, comme toi et comme d'autres, qui de fait sont, comment dire, déjà donnent des conseils au quotidien. Et en plus, se sont développés dans des structures comme le Temple, que tu développes avec Thomas, qui permettent aujourd'hui d'apporter une nouvelle approche, qui est une approche beaucoup plus rapide, beaucoup plus concrète, beaucoup plus directe. Et ça, c'est quand même un plus. Si tu rajoutes ça à de l'outillation, l'outillage, pardon. Putain, l'outillation, l'outillation très très Moi, fort. j'étais là, bon, de toute façon, ouais. L'outillage avec de l'IA et tout, qui commence à arriver, plein de petits outils IA qui commencent à arriver pour pouvoir faciliter l'analyse de données dont tu parlais, l'analyse. Ça peut faire le match. Moi, j'y crois, mais c'est quand même un défi qui est gros, quand même. C'est un défi qui est gros, mais qui est essentiel pour notre fonction RH. Il faut pas oublier, on parle toujours du future of work, et notamment aussi, tu sais, je lance un festival Present at Work, c'est aussi comprendre nos problématiques d'aujourd'hui, tu vois, et de régler déjà nos difficultés du quotidien, tu vois. De ne pas avoir d'ATS quand on recrute au moins 20 personnes dans l'année, c'est non, quoi. Et en fait, les RH, on a tellement eu l'habitude de bidouiller, de toujours vivre avec pas grand-chose, qu'en fait, on s'habitue à avoir une fonction RH qui peut être parfois obsolète, tu vois? Et donc, c'est vraiment au RH, on a un budget dans les RH, on a un budget, on a quand même des sous. Certes il est moins conséquent que des départements marketing ou sales, malheureusement, parce que les chefs d'entreprise ne voient pas concrètement, tu vois, l'impact des RH, mais c'est au RH d'aller, d'où l'importance d'avoir des compétences de persuasion, de négociation, pour aller en tout cas, chercher l'argent, en entreprise, mais il y a un budget. Tu vois? Et donc c'est comment je vais dépenser ce budget? Est-ce que je vais dépenser là, j'ai un problème de recrutement. Je vais mettre un pansement sur une problématique, je vais dépenser peut-être 50-100 K dans l'année pour recruter rapidement, telle ou telle personne. Est-ce que si je faisais une stratégie plutôt moyen-termiste, je vais aller investir dans des formations notamment soit d'employé advocacy ou d'employé advocacy pour notamment mon équipe de recrutement, pour avec cet objectif d'aller attirer les talents. Alors oui, sur le coup, ça va être une machine qui va prendre du temps, mais les résultats vont être décuplés parce qu'on investit sur une ressource qui va rester au moins en moyenne, c'est 6 ans dans l'entreprise. Alors qu'une agence de recrutement, hop, elle fait le job, elle repart, et donc c'est une relation assez court-termiste, tu vois. Et donc, c'est vraiment de se dire, c'est vraiment de se reposer en fait les questions, de prendre du recul sur ce qu'on fait surtout, mais on peut déjà faire beaucoup, mais il faut en effet taper un peu à la porte du chef d'entreprise tu vois, et de devoir aller négocier en tout cas derrière du budget pour faire des choses. On a parlé du défi de la marque personnelle. On parle du défi de l'inclusion et donc du changement de la société sur le Ouais. côté inclusif. Il y a peut-être un troisième grand défi pour moi qui est devant eux. C'est pas celui que je t'avais annoncé tout à l'heure, mais c'est parce Ok. que quand on discute, tu vois, ça avance. Vas-y. Euh, Est-ce que ça serait pas d'améliorer la société dans sa globalité, dans la qualité de vie de la société? Est-ce qu'il n'y aurait pas un énorme défi? Et je sais que c'est un sujet qui te touche aussi, et on en a parlé. Voilà, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un énorme sujet sur le côté cohésion, santé mentale, qualité de vie globale? On parle de la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail, c'est un truc particulier, c'est bien. C'est un moment donné, le travail, même si c'est un gros moment dans notre vie. Euh, Mine de rien, ce travail joue sur la santé mentale de chaque personne. On voit de plus en plus de personnes qui sont en souffrance sur certains sujets. Alors, est-ce que les gens vivaient mieux avant? Est-ce que c'était plus simple ou quoi? Ce qui est sûr et certain, c'est que la société a évolué. Donc, les perspectives sont différentes. Donc, aujourd'hui, certes, on est sur des burn-out, sur des choses qui n'auraient pas été des burn-out auparavant.
parce que la société a changé, donc on a d'autres attentes. Donc comme il y a d'autres attentes, notre esprit a envie d'autre chose. Donc forcément, on sature plus vite parce qu'il y a une évolution aussi de l'information qui est complètement... On est saturé d'informations qui nous saturent aussi et qui nous augmentent énormément la charge mentale. Mais il n'empêche que les sociétés dans lesquelles on bosse, les entreprises, jouent énormément sur notre quotidien et donc rejaillissent encore une fois pour moi sur l'ensemble de la société. Et là, clairement, les RH ont encore un énorme rôle à jouer et dans la structuration de l'entreprise et dans l'évangélisation aussi des chefs d'entreprise. Tu vois, je voyais ce matin, il y avait quelqu'un qui faisait un post sur la parentalité. La parentalité, c'est un truc qui est très particulier, qui commence à être compris. Il y a des boîtes qui l'ont comprise. Putain, mais si tu joues sur la parentalité, non seulement ça joue sur ta structure, mais ça joue sur ta société parce que du coup, tu vas améliorer la productivité, tu vas améliorer tout un tas de choses, l'attractivité et tout, mais tu vas jouer surtout sur la santé de tes collaborateurs, sur leur santé mentale et sur leur manière de percevoir en fait leur quotidien et sur leur quotidien en tant que tel. Mmh. Ouais, il y a plusieurs choses dont tu me parles. Déjà, tu vois, quand toi, sur les sujets, à part le premier sujet qui est, voilà, les deux sujets, c'est pas que les RH non plus, tu vois, ça va être aussi les salariés et c'est tout un écosystème qui doit se créer. Dans Parce lequel le RH est pour moi la pierre centrale. C'est pour ça le qu'on... RH est plutôt le project manager, tu Ouais. vois, qui va en effet, s'assurer. Mais les salariés peuvent très bien, et c'est aussi ça que j'aime bien dire, prendre aussi leur pouvoir de parole et de se dire: «Bon, ben, moi, j'ai envie de voir ça dans mon entreprise, donc je vais» et d'être fort de proposition à la RH. On attend toujours dans, les départements RH que ça soit toujours la RH qui ait les meilleures idées, qui doit proposer des choses et cetera. Mais les salariés, en fait, c'est la ressource la plus, belle dans une entreprise. Il y a plein d'idées, on leur donne la parole, on peut en déchiffrer plein de choses positives. Et donc, pour moi, c'est vraiment, tu vois, en tant que RH, de ne pas toujours aller chercher la solution par nous-mêmes, mais d'aller vraiment la demander aussi aux salariés parce qu'ils veulent aussi être impliqués sur ces sujets-là d'inclusion et de santé mentale. La santé mentale, ça va être un sujet qui va être déjà crucial pour demain, pour aujourd'hui et pour demain. La génération, en tout cas, qui est à la porte là, de l'emploi, c'est des questions dont ils posent. Donc, il y a un vrai enjeu. Il faut savoir, donc c'est le dernier baromètre là, de TIL de 2024, un chiffre, donc toujours remettre le contexte CERAS avec des chiffres. C'est 3 000, le coût de la santé mentale en entreprise, c'est 3 000 € par collaborateur par an. Donc, Quelle que soit ton entreprise, quel que soit le nombre de collaborateurs, voilà, ça en ajoute... moyenne. Voilà. Ok. Donc, tu multiplies par ton entreprise, donc ça va être les coûts des arrêts de travail, l'absentéisme, etc. Donc, tu multiplies par ça, par le nombre de tes salariés, bah, le chiffre, en fait, il donne le tournis. Tu vois, ça donne le tournis. Et donc, c'est de se dire que les entreprises ont tout intérêt d'aller investir dans la santé mentale parce que, on va dire, la peur du RH, c'est des arrêts maladie, les arrêts de travail, l'absentéisme, c'est une métrique qui est regardée, en tout cas en interne. Et donc, c'est toujours, en effet, tu vois, corréler la problématique, le coût, les avantages. Et donc, la société, tu vois, se débride de plus en plus. On prend de plus en plus la parole sur ces sujets de santé mentale, les jeunes, les moins jeunes. Et donc, c'est des sujets, en tout cas, pour moi, qui sont cruciaux, en tout cas, et qui me touchent aussi personnellement en tant qu'individu. On n'est pas tous heureux tous les jours. Voilà, on a des hauts et des bas. On est des individus. Donc, et en entreprise, ça vaut le coup. Tu vois, quand j'étais à Londres, j'avais un chef d'entreprise qui me disait: «Ah, il faut faire la part du privé, c'est le privé, le perso, c'est le perso. Il n'y a pas d'émotion dans le privé». Non, en fait, C'est impossible. c'est impossible. Impossible. Notre travail est là au quotidien. Oui. Il y a même aujourd'hui plein de gens, et c'est le cas de tout le monde, c'est mon cas, c'est le cas de tout le monde. Tu vis avec tes collègues, tu fais des choses avec tes collègues Tu en peux dehors, t'embrouiller tu avec t'embrouilles eux. avec eux. Voilà. Moi, je suis aujourd'hui, je suis pas marié, mais je suis en couple avec une ancienne collègue, Ouais, tu oui, vois. ouais. Donc voilà, enfin, c'est... Ouais. Et tu vois, il y a plein d'émotions en entreprise, tu vois, des embrouilles entre collègues, voilà, des couples voilà, qui se font. Donc, en fait, le pro et le perso se mélangent énormément. Tu as tes soucis perso. Tu vois, aujourd'hui, je parlais des aidants, 25% de la population active en 2030 qui va être aidante. Quand tu as ta maman, ton papa qui est malade, tu n'es pas à 100% en fait dans ton travail. C'est logique. Enfin, t'imagines, tes parents sont malades. Et donc, en fait, et tu peux pas demander à un salarié qui vit des choses dures derrière sa porte de la maison, qui soit à 200% dans l'entreprise. À moins que tu veux avoir une entreprise jetable, et donc voilà, tu as des salariés qui restent 1 an et puis qui partent, mais c'est pas l'objectif. Donc ouais, c'est des sujets qui sont en tout cas cruciaux. Les choses bougent, notamment grâce à des entreprises, tu vois, comme TIL,
qui propose, tu vois, ce baromètre que je te conseille de lire, qui est vraiment très riche en termes très, très riche en termes de données, et qui propose, tu vois, du soutien aussi psychologique, pour, pour prendre soin, en tout cas, des RH, des RH et des Et des des RH et des collaborateurs. Des collaborateurs. collaborateurs. Donc, pour faire le récap de ce qu'on s'est dit, parce qu'on va arriver à la fin de Oh là notre là, petit déjà? échange. Ouais, bah, on en refera d'autres, parce que sinon, on OK. pouvait partir pour 3 heures. OK. Travailler la marque personnelle, hyper important pour les RH, non seulement pour bosser sur leur marque à eux, mais aussi pour pouvoir inspirer les futures générations. Ça, je trouve que c'est quand même primordial, parce qu'on a besoin, parce que tout ce qui découle après de ce qu'on s'est dit, c'est que les RH peuvent changer le monde, vont contribuer à changer le monde. Ça peut paraître gros, mais pour moi, c'est pas bullshit, quoi. C'est une réalité. Les RH, elles vont contribuer à changer le monde. Donc, travailler sa marque personnelle pour ça. Ne pas se laisser faire, être inspirant, mais surtout redoubler d'énergie, de volonté pour pouvoir essayer de faire changer les choses, faire changer les mentalités des chefs d'entreprise, se former pour pouvoir justement faire bouger les choses sur la partie inclusion et faire en sorte de comprendre et d'être, encore une fois, force de proposition et amener la collaboration avec les collaborateurs pour pouvoir récupérer des idées sur tous ces sujets-là, notamment les sujets de santé mentale, et pour pouvoir faire avancer les choses. Ça fait quand même des beaux défis. Et donc, du Ouais. coup, la question que je vais te poser, c'est... Venez au festival RH, on va faire la fête, on va s'amuser, on va rigoler, on va se détendre. Ça, c'est une très 3 bonne et idée. 4 octobre. Ça, c'est une très bonne idée. Et, Et donc, on a besoin de sas de décompression en tant que RH. Tu vois, et c'est un conseil qui est donné aussi quand tu prends soin de ta santé mentale à toi. Tu as besoin de te mettre à un sas de décompression. Et les RH, à un moment donné, bah, tu peux partir en vrille, tu vois. Et donc, il faut des... et c'est pour ça que j'avais l'ambition de monter ce festival RH, c'est de prendre un moment pour nous, rigoler, s'amuser, apprendre, déstresser, faire du punching ball, s'amuser, connecter. Ce moment à nous pour pouvoir un peu déverser parfois toutes nos frustrations, nos soucis en tant que RH, tu vois. hyper important, parce que franchement, vous encaissez beaucoup. Vous êtes quand même des On grosses éponges encaisse. à Ah oui. problèmes et des grosses éponges pour tout le monde. Vous êtes un peu les mamans, en fait, comment dire, Ouais, des structures, les mamans, les les super-héros, papas, je les dirais. parents, en fait, les Ouais. parents des structures. C'est-à-dire que voilà, vous êtes là pour écouter, pour Je dirais essayer pas d'avancer. parents, parce que l'objectif de l'entreprise, c'est qu'elle soit aussi autonome, tu vois. Faut pas tout le temps vouloir appeler les RH pour résoudre un Oui, problème, mais c'est quoi tu vois. l'objectif? C'est quoi Je l'objectif des dirais pas. parents? C'est de faire en sorte que leurs enfants soient Oui, c'est autonomes, vrai, tu t'as vois? raison, ouais. Donc Ok, au final, c'est ça. C'est on ok, encaisse, ok, on ok, prend et on essaye de donner ok, après derrière. ok. Et donc, du coup, face à tous ces défis, tu le vois comment le monde des RH en 2050? Il Oh, aura réussi ces défis? Il bien aura sûr. bien avancé? Je sais que tu es Hmm. très optimiste, mais... Oui. Bah oui, il faut être optimiste, sinon quelle planète tu veux donner à ta fille? Ouais, Faut être optimiste, c'est important que nous, on soit optimistes en tout cas. 2050, waouh, j'ai vraiment du mal à me c'est projeter déjà loin, dans hein? 6 mois. Donc, C'est loin. en 2050, je pense qu'on aura réussi. Je pense qu'on aura aussi toute une matrice d'outils, notamment grâce à l'IA. L'IA va, même si aujourd'hui on ne le ressent pas, je pense que l'IA va vraiment jouer un rôle déterminant. Bon, après, il va falloir contrôler les choses néfastes qui vont en Bien sortir, sûr. comme tout. Mais l'IA va vraiment nous aider à décupler notre force de puissance. Et puis, c'est l'objectif, voilà, c'est de reconnecter, créer du lien avec l'autre. Et je pense qu'il y a un switch de génération qui va se faire. Voilà, il va y avoir nous, génération Y, on est plus, on va dire, alors après, attention aux comparaisons des générations, je ne vais pas avoir les foudres de certaines personnes, mais on vit dans des époques différentes. Donc, nos parents ont vécu dans une époque différente, et nous, on a vécu dans notre époque à nous, et donc on connaît mieux les codes que nos parents. Et donc, je crois fortement en ma génération, qui va notamment bientôt avoir les clés des budgets et qui vont être dans des CODIR, COMEX et autres pour donner plus de latence, plus de budget au service RH. Et c'est vrai, un message que je veux aussi lancer à ma génération, c'est ça. Vous qui êtes à des postes aujourd'hui de direction, réfléchissez à ces sujets-là. On est plus, on va dire, bon après, attention toujours, mais on est peut-être plus sensible à ces sujets de diversité et d'inclusion et à ces sujets de RH et de bien-être au travail, etc. Donc, il faut qu'on prenne nos responsabilités sur ça et qu'on se dise, on veut changer les choses. Et donc, moi, chef d'entreprise qui monte des sociétés, je crée
ma fonction RH le plus tôt possible. Je lui donne les budgets, les actions dont elle a besoin. Moi, chef d'entreprise de grands groupes, directeur exécutif de grands groupes au COMEX, je néglige pas ces sujets-là et je porte la voix des RH et je soutiens ma directrice RH en COMEX pour l'aider sur ces sujets. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui, tu vois. Et je crois fermement que ma génération va arriver à prendre ces sujets-là. J'y crois aussi, c'est un bon mot de la fin, j'y crois aussi. Je pense que la révolution est en marche, le changement de paradigme est en marche, et on est dans cette période charnière. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs, il y en a tout le temps, il y en a de manière régulière, et là je pense qu'on est dans cette période charnière où l'humain va vraiment revenir au centre, et je suis complètement d'accord avec toi. Merci beaucoup pour cet échange, Maud, c'était très cool. Je vous remercie beaucoup pour nous avoir suivis. Je vous invite aussi, si jamais vous avez 2 minutes, à aller mettre une petite note et un commentaire sur le podcast, et moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était le Barbu qui parle RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Nicolas Pazetti, aka le Barbu qui parle RH. Si vous avez kiffé, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un super avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. À très vite pour un nouvel épisode.